Nouvelle négociation pour les prix agricoles à Luxembourg, une partie difficile pour François Guillaume, le ministre français face aux autres ministres européens. La SNCF se serre la ceinture, elle est de plus en plus concurrencée. De nouvelles réductions d'effectifs pourraient être annoncées cet après-midi. Reagan-Gorbatchev, le tête-à-tête aura-t-il lieu? Chacun dit le souhaiter, mais il y a toujours des obstacles. Un vaccin pour les chiens contre la pyroplasmose, c'est une maladie souvent mortelle provoquée par les tiques. Le docteur Klein nous expliquera son utilisation. Invité d'Antenne de Midi, Patrick Dupont, star incontesté de la danse en France mais aussi à l'étranger. Il danse Salomé de Béjart à l'Opéra. La météo, c'est très mauvais, vous n'avez qu'à voir la carte. Les prévisions de Brigitte Simonetta dans quelques minutes. Aujourd'hui, lundi 21 avril, les otages français détenus au Liban. Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Janssen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Bonjour, et avant de développer tous ces titres, un coup d'œil dans le rétro. Pour sourire ou se réjouir, selon l'humeur de chacun, la reine d'Angleterre a aujourd'hui 60 ans. En France, c'est un événement qui n'a pas un énorme retentissement, il faut bien le dire. En revanche, de l'autre côté du Channel, quelle affaire! Les cloches de toutes les églises ont sonné ce matin, le God Save the Queen a retenti sur toutes les radios et la reine défilera dans Londres. Alain Cancès, notre correspondant en Grande-Bretagne, est bien sûr aux premières loges pour suivre cet événement. En ce moment même, la reine et la famille royale assistent à une messe d'action de grâce dans la chapelle du château de Windsor. Cet après-midi, 6000 enfants se réuniront devant le palais de Buckingham pour offrir des fleurs à la reine et lui chanter Happy Birthday. Ces cérémonies sont l'occasion de la première véritable apparition en public de Sarah Ferguson, la fiancée du prince Andrew, aux côtés de la famille royale à l'occasion d'une manifestation officielle. Les Anglais dans leur ensemble restent très attachés à la famille royale, sentimentalement et pour ce qu'elle représente. Sentimentalement, c'est la reine-mère qui reste la plus aimée des Anglais. Élisabeth, elle, est plutôt respectée, admirée. Quant au prince Charles, le prince héritier, il amuse, on le trouve sympathique. Mais il faudra sans doute qu'il soit véritablement roi pour qu'on le prenne enfin au sérieux. Compte tenu des récents événements, d'importantes mesures de sécurité ont été prises autour du château de Windsor et du palais de Buckingham. Tous les journaux ce matin ont souhaité bon anniversaire à la reine, certains en couleur. 60 ans est une date importante et les cérémonies ont cette année plus d'ampleur que celles des années précédentes. La famille royale, la couronne, reste le symbole de l'unité de la Grande-Bretagne, de son histoire, de ses traditions. Et les grands moments de la vie de la famille royale sont tout naturellement pour les Anglais des instants privilégiés d'union nationale et de ferveur patriotique. Une autre image de l'Europe à Luxembourg cet après-midi, nouveau marathon agricole. Les ministres de la communauté se retrouvent pour tenter de fixer les prix agricoles de la prochaine campagne. Dur pour François Guillaume, le ministre français de l'Agriculture, car les Européens n'ont pas l'air d'accord du tout sur ces propositions. Il y avait déjà eu un premier round il y a 15 jours, mais c'est aujourd'hui que commencent les affaires sérieuses. Maryse Manot, à Luxembourg. La grande question de ce marathon de Luxembourg, c'est la dévaluation du franc vert. Va-t-on, oui ou non, supprimer les montants compensatoires monétaires qui, pour l'instant, empêchent une hausse des prix agricoles français? François Guillaume doit demander aujourd'hui un démantèlement immédiat pour le porc et l'aviculture, deux productions menacées par les importations allemandes et hollandaises. Tout dépend en fait de l'attitude de nos partenaires et en particulier d'Ignace Kischle, le ministre allemand. La semaine dernière, il a dû affronter les manifestations des agriculteurs d'Outre-Rhin qui ont le sentiment que leurs collègues français vont empocher le bénéfice de la dévaluation du franc vert à leur détriment. Si Ignace Kischle accepte cette dévaluation, il risque donc de se mettre à dos une partie de l'électorat paysan à quelques mois des législatives allemandes. On le voit, François Guillaume n'a donc pas gagné la partie. Il a d'ailleurs limité ses ambitions en matière de prix. Une hausse égale au taux d'inflation suffirait, a-t-il dit, soit 2,3% selon les prévisions. Inquiétude à la SNCF. Cet après-midi, il y a un comité central d'entreprise. Inquiétude parce que des réductions d'effectifs vont être annoncées et elles pourraient être plus importantes que prévu. Le train subit la concurrence de la route car le pétrole qui baisse, c'est tout bénéfice pour les transporteurs routiers. Jean-Pierre Métivé.
Pas de licenciement, mais 8000 cheminots partant en retraite ne seront pas remplacés cette année. La direction de la SNCF doit l'annoncer au comité central d'entreprise cet après-midi. 8000, c'est plus que prévu. Initialement, le contrat de plan signé entre la SNCF et l'État envisageait 5500 suppressions d'emplois pour 1986. Mais il prévoyait aussi une adaptation des effectifs aux besoins du trafic. Or, le trafic marchandises est en baisse cette année et le trafic voyageurs augmente moins vite que prévu. C'est que la chute des prix du pétrole ravive la concurrence des routiers et des automobilistes. La SNCF doit donc revoir son plan de dégraissage. Mais pour les syndicats, un train de réduction d'emploi peut en cacher un autre. 8000, ce pourrait être 10 000, estime la CFDT. Elle rappelle que l'an dernier, le plan prévoyait sur le papier 5500 départs. Dans la réalité, ce fut 7000. Une semaine d'action de la CGT débute aujourd'hui. Le point culminant en sera mercredi, journée nationale d'action, où CGT et CFDT se retrouveront côte à côte. Les préavis de grève sont déjà déposés, mais pour l'instant, la direction de la SNCF ne prévoit pas de perturbation de trafic. Le procès des grands ensembles, c'est comme cela qu'on a pu appeler le procès de René Eckpersz. Ce procès s'est ouvert ce matin devant les assises de Bobigny. Eckpersz a tué Toufik, un jeune garçon, en juillet 83 d'un coup de carabine. Eckpersz était dépressif, il y avait du bruit, il avait une carabine à portée de la main. Patrice Pellet rappelle d'abord les faits. Il fait très chaud ce 9 juillet 83. Nous sommes à la cité des 4000 à la Courneuve. Au pied des grands immeubles de béton, des enfants jouent. Ils sont 4. Parmi eux, il y a la Toufik, 10 ans. Les enfants s'amusent à faire exploser des pétards. La fête du 14 juillet est toute proche. Et puis, d'une de ces nombreuses fenêtres ouvertes, le canon d'une carabine sort et un coup de feu claque. Toufik est touché, il se traîne jusqu'à ce banc. Une balle lui a perforé la poitrine. Transporté d'urgence, il mourra 1 heure plus tard à l'hôpital de Bondy. Les policiers sont décidés à faire vite, très vite. Tous les appartements de la tour d'où est parti le coup de feu sont fouillés de fond en comble. 24 heures après, la carabine du tireur est retrouvée et son propriétaire, René Eckpersz, avoue le meurtre. Interrogé, il raconte « J'ai tiré pour faire cesser le bruit des pétards, je n'en pouvais plus, je ne voulais pas tuer, j'ai tiré au jugé ». Pendant plusieurs jours, la cité des 4000 est en ébullition. Des magasins sont saccagés, une voiture brûlée. La communauté maghrébine manifeste dans la rue. Mais ce drame, c'est aussi l'occasion de mettre en avant la vie dans les grands ensembles. Ici, affirment certains, la violence est inévitable. Et ce matin, donc à Bobigny, ouverture de ce procès. Un procès qui reflète un véritable problème de société. Paul Lefebvre suivait l'audience ce matin. René Eckpersz, petit homme au visage creusé, contrôleur à la RATP, bonne réputation, mais sans nul doute fragile nerveusement, et donc vulnérable aux nuisances de cette caisse à résonance que peut être la cité des 4000. En fait, René Eckpersz va avoir à répondre à 2 questions. Premièrement, a-t-il véritablement visé l'enfant avant de tirer? Deuxième question, surtout, était-ce la première fois? Est-ce le geste fou d'un soir de grande nervosité, ou était-ce une habitude de tirer ou de vouloir effrayer les gens qui font du bruit pendant que les autres tentent de s'endormir? C'est ce que vont chercher durant ces 2 jours les jurés de Bobigny. L'actualité internationale. À Washington, les médecins de l'hôpital de Bethesda ont formellement identifié le corps de Peter Kilburn. Il s'agit de cet Américain découvert mort à Beyrouth aussitôt après le raid des États-Unis en Libye. La tension entre les 2 pays reste très forte. Les Américains sont toujours menaçants. Les Libyens, de leur côté, font visiter Tripoli, bombardée aux journalistes. Philippe Gassot. Pendant que le colonel Kadhafi organise une opération porte ouverte sur les installations portuaires endommagées par le raid américain à Tripoli, aux États-Unis, les qualificatifs concernant le leader libyen atteignent des sommets. George Bush parle de le classer parmi les monstres de l'histoire. Pour Reagan, c'est un chien enragé. À Tripoli, dès le lendemain de l'attaque, on met en avant les victimes civiles. L'ambassadeur libyen à l'ONU précise même que seules les cibles civiles étaient visées et qu'aucun objectif militaire n'a été touché. Ces déclarations semblent destinées au peuple américain, encore marqué par la guerre du Vietnam. Il faut, pour la Libye, ébranler la conviction de l'opinion américaine qui pense en majorité que l'action était juste. En promenant les journalistes étrangers dans la zone portuaire touchée, les Libyens ne montrent que l'infirmerie et les dortoirs détruits ainsi que des bureaux et une salle de réunion. Aucun objectif à proprement parler militaire.
Dans les hôpitaux, à nouveau des blessés civils. Ici, l'un des fils du colonel Kadhafi, grièvement blessé. Ces images, qui ne montrent qu'un des aspects, aussi terribles soient-ils, du raid américain, sont destinées, cela semble évident, à faire écran à une réalité que la Libye veut faire oublier pour le moment, l'accusation de terrorisme qui est portée contre elle. Au Liban, les Britanniques ont été évacués hier de Beyrouth-Ouest, le secteur musulman. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, étaient déjà partis individuellement au cours des dernières semaines. Et puis enfin, cette tension au Proche-Orient, ces problèmes de terrorisme seront largement étudiés cet après-midi et demain à Luxembourg, car là-bas, il y a une autre réunion de ministres européens, les ministres des Affaires étrangères. Et les ministres européens, donc, vont discuter des suites du raid américain contre la Libye. Reagan-Gorbatchev, est-ce qu'ils se verront, oui ou non, en tête-à-tête? Hier, Mikhail Gorbatchev à Potsdam, en Allemagne de l'Est, Mikhail Gorbatchev a laissé la porte ouverte au dialogue avec Washington. Il a déclaré qu'une rencontre avec le président américain Ronald Reagan était possible avant la fin de l'année. De leur côté, les États-Unis ont souligné qu'un sommet américano-soviétique était dans l'intérêt des deux pays. Alors Georges Bortoli, oui ou non, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev vont-ils enfin se retrouver face à face un jour? Écoutez, M. Gorbatchev a dit peut-être et M. Reagan a dit pourquoi pas. Il faut reconnaître qu'un tel sommet n'est pas facile à organiser parce qu'avant l'été, c'est vraiment un peu court. Et après l'été, il va y avoir en novembre les élections américaines au Congrès. Et M. Reagan a l'intention de faire campagne personnellement pour le Parti républicain. Il n'a pas très envie, visiblement, que la politique étrangère vienne interférer dans cette campagne. Cela dit, ce qui est fondamental, je crois, c'est que le raid américain sur Tripoli et sur Benghazi n'a pas gelé les relations américano-soviétiques et qu'il y a un décalage calculé, bien sûr, entre ce que disent les médias soviétiques qui parlent de scélératesse criminelle et ce que dit M. Gorbatchev qui dit qu'un sommet Reagan-Gorbatchev est encore possible. Mais alors comment peut-on expliquer justement cette modération de Gorbatchev? On peut l'expliquer d'abord par prudence. Visiblement, le Kremlin n'a pas envie de se laisser entraîner par un affrontement à la suite de M. Kadhafi, c'est-à-dire à la suite de l'imprévisible, vraiment, et ensuite par calcul, parce que M. Gorbatchev a intérêt à garder les ailes de la colombe, la blancheur de la colombe, parce qu'il espère bien que l'opinion américaine, que le Congrès des États-Unis vont peser sur M. Reagan pour couper les crédits militaires et d'une façon générale pour limiter cette espèce d'exercice de musculation à laquelle se livre actuellement le président des États-Unis. Merci Georges Bortoli. Avant de passer à la météo, cette image étonnante, elle nous vient, vous allez le voir, de Burma, en Birmanie. C'est une grande fête au printemps. C'est ce qu'ils appellent là-bas un printemps arrosé. Mais vous voyez, on chante, on danse pour le printemps, et puis on s'arrose. Voilà, c'est une manière comme une autre de fêter le printemps. En France, c'est un petit peu différent, car Brigitte Simonetta, si notre printemps est arrosé, ce n'est pas pour la même raison. Oh non, ça, oui, certes, il est arrosé, il le restera encore quelques jours. C'est vrai que les prévisions à moyen terme, c'est à 3 ou à 5 jours, sont malheureusement mauvaises. Alors c'est vrai, nous sommes dans un système dépressionnaire et une perturbation en chasse une autre. Vous savez qu'on mesure le poids de l'atmosphère au-dessus de nos têtes. Eh bien, de Brest à Strasbourg, de Lille à Perpignan, il n'y a rien à faire. Nous sommes en dessous du poids moyen, du poids standard, qui est normalement de 1015 millibars. Alors, une dépression avec toujours les mêmes effets, c'est-à-dire de la pluie, ce qui va finir par poser de véritables problèmes d'inondation en certains endroits. Pluie aujourd'hui de la Bretagne au nord, à l'est, aux Alpes du Nord, au Massif central, vraiment jusqu'aux Charentes. Il y aura peut-être de toutes petites éclaircies sur l'est, mais encore ça n'est pas sûr. Ce sont des pluies fines, continues. Il y a, et il faut le savoir aussi car c'est très important, des risques d'avalanche sur les Alpes du Nord. Et la météorologie de Grenoble a sorti un bulletin spécial à cet effet pour mettre en garde contre ces risques d'avalanche. Il y aura de petites éclaircies cet après-midi sur le sud-ouest et des éclaircies beaucoup plus belles sur le littoral méditerranéen et la Corse, mais il faut vraiment se trouver sur la côte. Et puis à signaler le vent qui souffle fort sur les côtes, ce vent qui est de secteur sud ou sud-ouest, aussi bien sur la Manche que sur l'Atlantique que sur la Méditerranée. Cela signifie donc cet air qui arrive du sud que c'est un air plus chaud qui se retrouve sur la France et c'est tant mieux. C'est la seule compensation que nous ayons
c'est la hausse des températures. Températures qui, vous le remarquerez, depuis 2-3 jours ne cessent de grimper. Alors pour cet après-midi, on ira de 12 minimum à Brest jusqu'à 15 degrés maximum à Nantes pour la moitié nord et de 13 à Aurillac jusqu'à 18 degrés tout de même sur la moitié sud, mais 18 degrés seulement à Perpignan, 18 degrés sur la Corse, là où il y aura encore du soleil cet après-midi. Alors je vous le disais, malheureusement pour les 3 ou 5 jours qui viennent, rien de mieux. Peut-être de temps en temps des éclaircies, mais c'est quand même pas du beau temps. On peut dire printemps pluvieux, printemps heureux peut-être. Merci Brigitte en tout cas. Économie maintenant. Avant on était PDG de père en fils. C'était une sorte de rente de situation. Eh bien aujourd'hui être PDG c'est devenu une véritable profession à part entière. La preuve, certains chefs d'entreprise dirigent ainsi plusieurs sociétés en même temps, le temps de les remettre à flot, et puis après ils changent de société. C'est un nouveau métier, donc ils changent d'entreprise comme ça en étant PDG successivement de différentes entreprises. Jean-Marc Dubois et Roger Motte ont suivi un de ces PDG professionnels. Regardez. 6h30, aéroport d'Orly. Cet homme pressé est un PDG, mais pas n'importe quel PDG. Lui est intérimaire, son métier. Diriger des entreprises à problème, les remonter et s'en aller. Aujourd'hui, c'est une société d'engrenage de Saint-Étienne. Il y va 2 jours par semaine. Société en liquidation, Gilbert Lévy y a été nommé en mars 84 par l'administrateur judiciaire. Depuis 2 ans, il cherche des clients et des commandes, un travail qui commence seulement à porter ses fruits. Pour les employés, ce PDG, même intérimaire, en vaut bien un vrai. Si tant est qu'on puisse apprécier son action, on doit quand même convenir qu'elle est relativement positive. Et votre PDG intérimaire, il est compétent? Je pense que oui. Compétence, c'est le mot. Ancien professeur d'école de commerce, Gilbert Lévy a dirigé plusieurs sociétés avant de monter son propre cabinet de PDG intérimaire. Aujourd'hui, il se définit comme spécialiste en diagnostic industriel, avec selon lui un avantage sur le PDG traditionnel, ne pas avoir à faire carrière dans l'entreprise. Là, nous sommes totalement indépendants, libres, même si nous prenons le mandat social et celui de PDG, ce qui nous permet d'agir avec le plus d'efficacité possible. Quelle doit être la principale qualité d'un PDG intérimaire? Celui de pouvoir s'adapter immédiatement aux problèmes de l'entreprise. Aux problèmes des entreprises, car Gilbert Lévy ne s'occupe pas d'une seule société, ce serait banal. En ce moment, il en a 3 à son actif. Par exemple, à Mougins, la société Europhone. Cette entreprise, leader européen du standard téléphonique pour l'hôtellerie, a été rachetée en 1983 par ses cadres. Leur problème, un manque de compétences pour définir une vraie stratégie industrielle. Alors, pour 20 000 francs par mois, ils se sont offerts les services d'un PDG. Il nous apporte l'avis de quelqu'un qui a déjà connu des situations similaires, c'est-à-dire donc vraiment un professionnel du conseil, un professionnel de l'entreprise. Oui, c'est-à-dire... Bilan pour Gilbert Lévy, plus d'une dizaine d'entreprises sauvées. Et ça n'est pas fini. Le métier de PDG intérimaire risque de beaucoup se développer. Car des appels au secours de sociétés, aujourd'hui, ça n'est pas ce qui manque. La chronique Votre Argent de Pierre-Marie Thiaville. Beaucoup de questions à propos de votre argent, de vos finances, sur le crédit. Car les taux d'intérêt sont en baisse, vous le savez, en ce moment. Alors le crédit devient moins cher, ça c'est une bonne chose. Moins bien, c'est en quelque sorte le revers de la médaille, c'est que les intérêts que vous rapporte l'épargne sont eux aussi moins élevés. Alors la décision va être imminente. Est-ce qu'on peut échapper à cette conséquence? Pierre-Marie Thiaville. La science nous l'a bien montré en 84 puis en 85. Quand les taux d'intérêt sont à la baisse, tôt ou tard, les livrets et autres produits d'épargne se mettent aussi à rapporter moins. Ainsi, en moins de 2 ans, les livrets des caisses d'épargne ou de la Poste, les livrets bleus, les Codévis sont passés de 7,5 à 6%. Malgré cette baisse, par les temps qui courent, ce n'est pas si mal. Car ce qui compte, c'est la sécurité, la protection de votre épargne. Autrement dit, en ce moment, vos livrets rapportent 2 à 3 points de plus que l'inflation. D'ailleurs, c'est bien la première fois depuis 20 ans que le fameux écureuil, au lieu de ronger vos économies, vous en rapporte un peu. Mais il ne faut pas rêver. Dans un avenir très proche, et même dans les jours qui viennent sans doute, la rémunération de votre épargne va baisser, sans doute à 5%. Question, peut-on l'éviter? Sur les livrets, non. Bon gré mal gré, quand la rue de Rivoli annoncera sa décision, vos livrets instantanément rapporteront moins. Mais rien ne vous empêche de déplacer vos économies en un autre lieu où elles conserveraient le taux de rémunération actuel. Et il y en a un,
Tout simplement, le bon vieux plan d'épargne logement que tout le monde connaît. Si vous l'avez ouvert aujourd'hui même, il vous rapporte 7,5%. Et si demain, M. Balladur décide de ramener les PEL à 6,5%, ce sera pour les plans d'épargne d'après. Le vôtre restera à 7,5%. Alors même si vous n'avez pas du tout l'intention d'emprunter plus tard de l'argent pour acheter votre logement, ouvrez quand même un plan d'épargne et ouvrez-le vite. Répétons-le, la baisse des taux est imminente. La mort de Jean-Jacques Gaultier, académicien, écrivain, mais surtout critique dramatique. Jean-Jacques Gaultier avait 77 ans. Pendant 40 ans, il a fait la pluie et le beau temps dans les théâtres parisiens. C'était lui qui, d'un article, vidait une salle ou assurait un succès. Il avait aussi reçu le prix Goncourt pour l'un de ses romans et il appartenait, je vous le disais, à l'Académie française. Les spectacles maintenant, avec un double spectacle au même titre à l'Opéra de Paris, Salomé. En fait, deux spectacles complètement différents. Un opéra d'une part, un ballet d'autre part, avec dans les deux cas une très grande vedette. Alors pour le ballet Salomé, c'est un ballet de Béjart, c'est Patrick Dupont qui est notre invité, nous allons parler avec lui tout à l'heure, il nous parlera de ce ballet Salomé. Pour l'autre Salomé, c'est le Salomé de Richard Strauss, mis en scène par Lavelli. Et la grande vedette, c'est quelqu'un qui était peu connu jusque-là, tout au moins du grand public, un chef d'orchestre qui s'appelle Kent Nagano. Le reportage de Monique Atlan et Cyril Blaise. Kent Nagano, un nom qu'il vous faudra désormais retenir. À 34 ans, ce jeune chef d'orchestre, révélé au public français grâce au flair de Pierre Boulez et d'Olivier Messiaen, s'impose déjà comme l'un des plus importants de sa génération. Celui qui peut au pied levé remplacer Ozawa à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Boston, celui qui sait diriger par cœur les œuvres d'Olivier Messiaen, est aussi à l'aise dans le registre de la musique contemporaine que dans celui du répertoire classique, avec le désir insatiable d'aborder toujours plus au point le plus proche de la perfection. C'est clair pour vous? Pour moi, c'est très important à essayer d'avoir la perfection, mais je connais bien que c'est impossible, parce que c'est seulement Dieu qui est parfait. Alors, vous êtes américain, d'origine japonaise? Je suis complètement américain. Mes parents sont du Japon, mais moi, j'étais né aux États-Unis, j'étais jeune aux États-Unis, et j'aime hamburger et hot dog comme tout le monde ici. So, je suis un Américain. Pour cette nouvelle Salomé, interprétée par Eda Moser, un parti pris de dépouillement, pour mieux atteindre au cœur du mystère de l'implacable princesse qui réclama la tête de Jean-Baptiste. Pour moi, il y a une significance spéciale. C'est au sujet de sociologie aujourd'hui. Salomé comme personne est partout maintenant, en 1988. Elle est jeune, elle a seulement 15 ans. Elle est un virgin, mais aussi elle a un cynicisme, elle est un cynique. Pour Nagano, Salomé, c'est aussi le problème d'une jeunesse contemporaine qui s'est crue toute puissante, oubliant par là même la valeur de ce que seule la maturité et la connaissance peuvent accorder. Voilà, cela c'est le Salomé, donc de Richard Strauss dans la version opéra. Et alors, Patrick Dupont, vous dansez un autre Salomé. Un autre Salomé. C'est un ballet. Ça n'a aucun rapport en fait avec la musique de Richard Strauss. Non, ça n'a aucun rapport musicalement. C'est un ballet qui a été créé donc par Maurice Béjart sur la musique de Ricardo Drigo qui s'appelle Le Réveil de Flore, qui est une musique très kitsch, très pompeuse de fin du 19e siècle. Et
Mais les images sont les mêmes, je veux dire, la fin du ballet, la fin de mon solo, la fin de mon ballet, c'est exactement la même chose, à part que dans le Salomé de Maurice Béjart, Salomé est peut-être un garçon ou une fille. Au départ, c'est le thème qui l'a intéressé, c'est pas uniquement le personnage. Et plutôt que d'avoir la tête de Jean-Baptiste qui est embrassée à la fin, c'est ma tête qui revient. Ah oui. Mais vous dansez la danse des 7 voiles aussi? Oui, sauf que, vous savez, Maurice aime bien changer tout comme ça. Sauf qu'au lieu d'enlever les voiles, je les mets les uns après les autres. Je commence comme un jeune footballeur ou un jeune rugbyman, au choix. Et au départ, je ne suis pas ni intéressé, ni soi-disant prévu pour faire Salomé. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la musique, au fur et à mesure que la malédiction s'empare de moi, à ce moment-là, je deviens Salomé et je finis par me donner la mort, en fait. Alors, Patrick Dupont, c'est votre grand retour à l'opéra? Oui, c'est bien. Retour triomphal, parce que les critiques sont unanimes, formidables, etc. Alors, grand retour, ça veut dire que Béjart donc vous fait revenir, et puis il a dit que Nureyev vous avait Béjart écarté. et la direction de l'opéra quand même. Pour une fois, ils se sont mis d'accord ensemble. Bon alors, dans cette querelle entre Nureyev et Béjart, c'est vrai que Nureyev vous avez mis un peu à l'écart? Oui, c'est certain que j'ai à cause de Rudolf ou grâce à Rudolf, selon qu'on regarde différemment de quel angle quelle position on se met, j'ai moins dansé. Depuis que Rudolf est à l'opéra et directeur de la danse à l'opéra, c'est évident que j'ai eu moins de représentation. Ma moyenne de spectacle est tombée. À Paris? À Paris, oui, à l'opéra. Mais en même temps, de la part de Rudolf, je pense que c'est une affaire de goût. Il ne m'aime pas particulièrement comme danseur. Il ne l'a jamais caché. Il a ses raisons. Mais en même temps, ça a été pour moi l'occasion de passer à la vitesse supérieure pour ma carrière. C'est-à-dire d'avoir une véritable carrière internationale. C'est d'avoir une véritable carrière internationale. Et les quelques discussions que j'ai eues avec Rudolf à ce sujet n'ont fait que me conforter, dans le sens où quelque part il le faisait parce qu'il pense que je me dois à un autre public que le public de l'Opéra de Paris. Et dans cette querelle sur la danse, qui est un petit peu marginale, mais vous avez l'air de vous tenir... Moi j'aime bien. Ouais. Mais vous avez l'air de vous tenir un petit peu à l'écart quand même, ça veut dire que c'est le privilège des stars quand même. Ouais. Oui, je trouve qu'il faut pas rentrer... Les danseurs n'ont pas à rentrer dans cette querelle-là. Il y a effectivement un problème de fond à l'opéra quant au goût de M. Nureyev, mais ça fait 3 ans qu'on le sait, donc c'est vraiment pas grave, c'est quelque chose qu'il faut arranger. Mais sur le fond, donc je suis complètement d'accord, mais le fait qu'un chorégraphe invité pense qu'il faut nommer des jeunes danseurs étoiles, je trouve que c'est très très bien. Enfin, Rudolf a été le premier à faire danser ses danseurs, donc quelque part il leur doit aussi quelque chose. Quel effet ça vous fait, Patrick Dupont, qu'un chorégraphe de la dimension de Maurice Béjart crée un ballet pour vous? Eh ben, c'est formidable. C'est formidable parce que c'est un cadeau immense. C'est un pas en avant dans ma carrière, parce qu'un danseur ou un acteur ou un chanteur ne peut avancer que s'il a des créations. Et c'est la troisième fois que je fais ça avec Maurice Béjart. J'espère que ça continuera, parce que c'est notre substance à nous, les créations. Quand vous parliez tout à l'heure de Salomé, vous parliez un peu d'Arro, la transformation. Ah, complètement. Et c'est curieux parce que vous, on a l'impression que vous êtes un peu en train de vous transformer et que vous allez plus peut-être vers le showbiz, la comédie musicale. C'est pas tellement vers le showbiz, c'est plus vers... C'est-à-dire que je continue ma carrière d'interprète, je suis un interprète. Je raconte des histoires, je fais vivre des personnages, et pour le moment je le fais à travers la danse, qui me passionne parce que je suis né danseur, y a pas ça je peux pas me leurrer. Mais j'ai la possibilité de m'exprimer aussi à travers la chanson, à travers la comédie, à travers le cinéma, et c'est des techniques qui sont complètement, qui sont proches, qui sont très très proches les unes des autres, et que je peux exploiter. C'est un désir que j'ai en moi, c'est des possibilités que j'ai en moi, et je trouve que ce serait bête de les laisser de côté, quoi. Moi, tout m'intéresse. Si un jour on vous proposait d'être la vedette d'une grande comédie musicale à Broadway, vous diriez oui? Oui, tout de suite, bien sûr,
c'est le progrès, enfin, c'est le pas en avant, c'est le moyen justement d'aborder quelque chose de nouveau. C'est une chance fabuleuse. Mais on parle déjà d'une comédie musicale à Paris avec une troupe étrangère. Bien on sûr. peut le dire déjà. On peut en parler un peu. Ça va peut-être arriver. Il va certainement y avoir au Cirque d'Hiver une comédie musicale étrangère qui est un énorme succès partout dans le monde, qui s'appelle Cats. Et il est peut-être possible que je le fasse. Et vraiment, comme on dit dans le métier, je croise les doigts pour que ça se fasse. Sinon, vous êtes programmé jusqu'à quand, Patrick Dupont? Ah ben maintenant, à l'Opéra, je suis programmé, étant donné que ça fait bientôt 1 an que j'ai rien fait à l'Opéra de Paris. Je suis programmé donc encore dans Salomé. Non, mais je parle de votre carrière internationale, simplement. Ah, partout. Jusqu'à quand? États-Unis avec l'Opéra, Japon avec ma compagnie, Japon avec l'Opéra. Il y a des mirages à l'Opéra de Paris, il y a des Václav de Meyer. Enfin, ça va jusqu'en fin 87 là maintenant. Merci Patrick Dupont. Merci beaucoup. On va passer à un tout autre sujet maintenant. Vous allez le voir. On va parler des chiens. En effet, les chiens sont parfois malades. C'est une transition un petit peu difficile à faire. Les chiens ont une maladie qui s'appelle la pyroplasmose. C'est une maladie qui est provoquée par les tiques, des petites bêtes qu'attrapent les chiens. C'est une maladie dangereuse parce que souvent mortelle. Il y a 400 000 chiens qui sont atteints de la pyroplasmose chaque année et plusieurs milliers en meurent chaque année. Or, un vaccin va être mis sur le marché dans 15 jours, un vaccin pour vacciner donc les chiens contre cette maladie. Lucie Soboul. Ce sont les chiens de chasse qui sont les plus touchés par la pyroplasmose. Le parasite responsable de cette maladie, une tique, se trouve fréquemment dans les sous-bois. 400 000 chiens en sont malades chaque année. L'infection peut passer inaperçue, mais la plupart du temps, le chien fera une forte fièvre et perdra l'appétit. Dans 5 à 10% des cas, la maladie sera mortelle après quelques jours d'infection seulement. Mais même si ce n'est pas le cas, les séquelles peuvent être graves quand les reins et le foie sont touchés. Il n'y avait jusqu'à présent aucun moyen de protéger le chien car la maladie peut se répéter dès qu'il est de nouveau infecté par le parasite. On ne pouvait prévenir la pyroplasmose qu'en utilisant des insecticides pour éliminer le parasite. Ce nouveau vaccin devrait être efficace à 90%. Il sera administré en 2 injections la première année, suivi d'un rappel annuel pour entretenir l'immunité. Voilà alors donc les explications sur cette maladie qui s'appelle la pyroplasmose. C'est une maladie donc qui touche les chiens et un vaccin vient d'être trouvé. Alors docteur Klein, ce vaccin, d'abord sur la maladie elle-même, c'est une maladie que vous rencontrez souvent, vous, en tant que vétérinaire? Elle est très très fréquente dans toute la France. Autrefois c'était réservé dans la région des Landes, dans le Midi, le long de la Côte d'Azur, après c'est monté dans la forêt d'Orléans, mais maintenant on en trouve partout, y compris dans les jardins parisiens et même les balcons. Parce que partout où il y a des chiens, les chiens transmettent la tique qui s'appelle le Ripicéphalus sanguineus. Pardon? Peu importe, c'est du latin, c'est Ripicéphalus sanguineus. Enfin, n'importe, c'est la grosse tique, vous savez, qu'on voit souvent. Ah oui. On en trouve des centaines des fois sur les chiens qui se gorgent de sang. Mais il faut dire au passage qu'on peut trouver 500 tiques sur un chien, mais s'il n'y en a pas une seule qui soit infectée, qui soit porteur donc des babésies, c'est-à-dire le parasite qui va dans les globules rouges qui va les faire éclater, évidemment, il n'y a pas de bobo. Alors, ce qui est très important à dire par rapport à cette histoire de nouveau vaccin, c'est que c'est une grande première mondiale, qu'il s'agit d'un vaccin contre une maladie parasitaire et non pas contre une maladie infectieuse, microbienne ou virale. C'est là où l'Institut Mérieux a fait quelque chose d'extraordinaire au monde et qui peut-être ouvrira une porte vers d'autres recherches. Alors je voudrais revenir sur la maladie elle-même. Quand le chien est affecté par cette maladie, comment peut-on s'en apercevoir? Est-ce qu'on peut s'en apercevoir? Eh bien, c'est très simple. D'abord, le chien est abattu. Il est abattu, il est comme ça, il s'endort tout bêtement, il n'a plus de force, tout bêtement parce que les globules rouges commencent à lui manquer. Ensuite, il fait beaucoup de fièvre. Sa température peut monter à 41 et plus, subitement. Ensuite, mais pas à chaque fois, ils urinent très foncé, acajou, marron, noir quelquefois. Mais alors là, évidemment, il faut faire le diagnostic différentiel avec une néphrite. De plus, cette maladie est accompagnée souvent de maladies secondaires, ou plutôt qui sont inoculées en même temps, des rickettsiosis et enfin d'autres maladies assez complexes, et surtout des hépatonéphrites, et c'est ça qui produit souvent la mortalité. C'est ça, mais il faut dire que c'est pas mortel toutes les fois, que c'est une maladie qui se soigne quand même. Eh bien ça se soigne, car depuis de nombreuses années, nous avons à notre disposition des produits chimiques antiparasitaires, on fait 2 injections à 24-48 heures d'intervalle, et ça se passe bien. Mais les chiens, et d'ailleurs d'autres espèces, peuvent être inoculés à nouveau, rechuter, refaire une pyroplasmose. Et plus ils en font,
plus c'est grave, plus l'organisme est affaibli, bien entendu. Et puis il y a des lésions, des séquelles, des séquelles cardiaques, rénales, est-ce que je sais, enfin dans tous les organes. Vous parliez d'autres espèces, ça veut dire que d'autres animaux Les tiques attaquent aussi bien les chevaux, les vaches, les moutons, même l'homme. Même l'homme, bien sûr. Peut attraper cette maladie? Non, j'ai parlé des tiques. Les tiques, oui, non, mais les parasites. La maladie elle-même, oui, également, existe surtout dans les régions tropicales et subtropicales. Elle peut être en France, aussi, ça se présente, disons, d'une manière un peu différente, un peu comme des fièvres, si vous voulez. C'est peut-être pas aussi grave que chez le chien. Donc ce vaccin, c'est un progrès décisif. Ce vaccin est vraiment extraordinaire. Je pense d'ailleurs qu'il réussira car jusqu'à présent, pendant la période d'expérimentation, on a eu un petit pourcentage d'échecs. Il faut bien le dire qu'il faut que cette vaccination se pratique dans des conditions extrêmement précises. Il faut un examen préalable et il faut surtout penser à ceci, qu'il faut 2 injections à 1 mois d'intervalle et que l'action immunitaire n'entrera en jeu qu'une dizaine de jours après la 2e injection. Par conséquent, il ne faut pas non plus se dire on fait une injection de vaccin, demain je m'en vais à la campagne et ça y est, mon chien est protégé. Alors il faut quand même, comme à chaque fois lorsqu'il y a un nouveau système, faire bien attention aux détails d'application et aux résultats. Patrick Dupont, vous avez des chiens, je crois. Oui, vous êtes un ami des bêtes, des chiens, des chats. Ouais. Et des poissons et des oiseaux aussi. et je suis vraiment content. Enfin, c'est un progrès fantastique. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on trouve un vaccin aussi pour la maladie des hanches, des bosserons, par exemple. Ce serait pas mal. Eh bien, mais en tous les cas, c'est formidable parce qu'effectivement, les tiques, on en trouve tout le temps sur les chiens. Enfin, partout, absolument. Tout le temps. Les chats aussi. Enfin. C'est très fréquent. Mais alors, pour ce qui est des hanches, je pense que c'est pas dans notre sujet d'aujourd'hui. Mais c'est pas un vaccin. Mais il s'agit certainement de notre problème qui est très grave dans l'espèce canine, car il y a de plus en plus des dysplasies coxofémorales de la hanche. Et je crois que c'est beaucoup plus un problème de nutrition, de croissance, beaucoup plus que génétique peut-être, parce que jusqu'à présent on pense que c'est une affaire génétique et on essaie d'éliminer tous ceux qui sont atteints de dysplasie grave, mais peut-être qu'à longue échéance nous ferons attention à la nutrition, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et je crois que c'est une politique à longue échéance pour sauver les chiens de ces tares. Merci Michel Klein, merci Patrick Dupont. Effectivement, nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets car ça intéresse beaucoup de Français, beaucoup d'amis des bêtes. Voilà. Il est temps maintenant, comme chaque jour, d'aller à la Bourse de Paris. Il est l'heure de retrouver Jean Lebert qui est à la Bourse, qui va sans doute nous parler du dollar qui est en baisse. Jean Lebert, est-ce que vous m'entendez? Oui Hervé, je vous entends. Effectivement, à la Bourse de Paris, très bon début de semaine, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt. L'accident de parcours de la semaine dernière sur le Matif est oublié. Ce matin, le marché à terme des instruments financiers est en hausse de 1,8 à 2%. Pour les actions, ce matin comme ce midi, c'est la hausse. L'indicateur de tendance progresse de 1,7%. Mais le marché cependant reste très sélectif. Autour de la corbeille, beaucoup de titres en jeu pour les plus fortes hausses. Et le premier, Avion Marcel Dassault, réservé à la hausse, n'a pas pu être coté pour l'instant. Legrand, 4005 francs, plus 5,1%. Radio Technique, 846 francs, plus 4,3%. Peugeot, 1067 francs, plus 4%. Total, 375 francs, plus 3,3%. Le secteur des pétroliers est en vedette aujourd'hui et la société de raffinage Total a été même à un moment réservée à la hausse. Sur le marché des devises, baisse du dollar et montée du yen à 7 francs 04. Le dollar perd 5 centimes. La baisse d'1,5% du taux d'escompte américain pèse sur le dollar. Et c'est le yen qui en profite à 4 francs 10 pour 100 yens. Malgré une très forte intervention de la Banque centrale du Japon ce matin et là aussi malgré une baisse du taux de l'escompte. La livre sterling recule fortement à 10 francs 62. Les problèmes politiques rencontrés par Mme Thatcher, ajoutés aux problèmes du pétrole, ont fait plonger la livre. Sur le marché de l'or, stabilité à Londres et à Paris. À 78 000 francs, le lingot est inchangé, mais à 599 francs, le Napoléon perd 1 franc. L'emprunt 7,73 est à 7 510 francs. Voilà Hervé, baisse du dollar à la Bourse de Paris, hausse des valeurs françaises, et je vous signale que l'action Valeo, on me tend un petit papier à l'instant, sera recotée le mercredi 23. Merci Jean Lebert. Voilà les prochains rendez-vous avec l'information maintenant. C'est La Vie à 18h30, présenté par Jean-Claude Alanic bien sûr. Et puis le journal de 20h sera présenté ce soir par Bernard Rapp. Passez donc une excellente après-midi sur Antenne 2. Je vous rappelle les deux principaux titres de cette édition. D'abord, de nouvelles négociations à Luxembourg sur les prix agricoles. Cela commence cet après-midi. Une partie difficile pour le ministre français François Guillaume. Et puis à la SNCF, inquiétude. La SNCF est de plus en plus concurrencée et de nouvelles réductions d'effectifs importantes pourraient être annoncées cet après-midi.